Nous restons dans le cadre de la réflexion du chapitre 1 consacré aux origines et à la spécificité de la philosophie. Nous avons étudié dans la première partie les motivations originelles de la philosophie et cela nous a permis de comprendre que les premiers penseurs ont cherché à construire une pensée rationnelle et critique. C'est justement ce que nous allons voir dans la deuxième partie consacrée à la question de la spécificité de la philosophie. Au bout du compte, cette étude devra nous permettre de dégager l'intérêt de la philosophie en tant que pensée rationnelle et critique. Quelle sera donc notre démarche pour montrer cet intérêt-là? Nous allons dans un premier temps définir les notions de pensée rationnelle et de réflexion critique. À partir de la définition notionnelle maintenant, on peut illustrer cette pensée rationnelle et critique à travers les exemples même qui nous sont fournis par l'histoire de la philosophie. Et à partir de cela maintenant, nous serons à l'aise pour pouvoir dégager l'importance que représente la philosophie en tant qu'elle est à la fois une pensée rationnelle et critique. Nous allons donc commencer par présenter la pensée rationnelle. Pour la présenter, il nous faudrait d'abord la définir. Qu'est-ce qu'une pensée rationnelle? La première chose qu'on peut dire, c'est que la pensée rationnelle est construite de façon méthodique par la raison. Deuxième élément, puisqu'elle est construite par la raison, il est nécessaire également qu'elle se conforme aux principes même de la raison, c'est-à-dire les principes de rigueur et de cohérence qui caractérisent la raison en tant que faculté humaine. Troisième élément, une pensée sera dite rationnelle lorsqu'elle se soucie de démontrer ce qu'elle avance. C'est pourquoi nous disons que c'est une pensée soucieuse de preuve, de démonstration, mais également de justification. Et la pensée également, puisqu'elle est rationnelle, elle doit pouvoir s'adresser à n'importe quelle raison, puisque la raison est un instrument universel, nous dit Descartes. C'est d'ailleurs de ce point de vue qu'elle définit l'être humain. Donc chaque être, parce que précisément il est doué de raison, il devrait être en mesure de comprendre ce que cette pensée dite rationnelle affirme. C'est ce qui nous permet de dire que la pensée rationnelle suppose radicalement d'autres modes de connaissance tels que l'opinion, le préjugé ou la croyance, qui sont en réalité des modes de connaissance qui pêchent par manque de justification. C'est des affirmations non fondées en raison, et souvent d'ailleurs qui sont particulières soit à l'individu, soit à un groupe bien déterminé, ou à une appartenance de quelque nature qu'elle puisse être. Une fois que nous avons terminé la définition, on peut maintenant procéder à l'analyse de la définition pour dégager les caractéristiques fondamentales d'une pensée rationnelle. Analyse de la définition. La première chose qu'on peut retenir, c'est que la pensée est dite rationnelle parce qu'elle part de la raison elle-même. Autrement dit, elle est le produit de la raison, elle provient de la raison et elle se soumet également au principe de la raison. Deuxième élément, elle se caractérise essentiellement par la méthode et la logique, ce qui nous amène donc à définir à la fois la méthode et la logique. Que faut-il entendre par méthode? La méthode définit un cheminement qui part de l'identification d'un problème à sa résolution en justifiant chacune de ces étapes. Cela veut dire que la pensée rationnelle et méthodique,
Ce n'est pas une pensée qui avance par tâtonnement à l'aveuglette, mais c'est une pensée qui, justement, parce qu'elle définit un cheminement qui va de l'identification d'un problème. On identifie le problème et c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire un problème identifié est à moitié résolu. Cela manifeste de la présence de la raison parce que la raison est une faculté d'ordre, de classification. Donc elle me permet d'identifier un problème avec exactitude. Une fois que ce problème est identifié, je dis maintenant comment je vais procéder étape par étape jusqu'à la résolution finale de ce problème. Mais on justifie également, on voit l'enchaînement, comment je passe d'une étape à une autre étape. Qu'en est-il maintenant de la logique? La logique, elle se définit comme étant une suite de propositions déduites les unes des autres, ce qui en assure la cohérence et la rigueur. Rappelez-vous, nous disions que les premiers philosophes ont critiqué la pensée mythique parce que précisément, disaient-ils, que le mythe est ruiné de l'intérieur par la contradiction. C'est ce qui a amené d'ailleurs certains à voir dans la pensée mythique une certaine irrationalité, pour dire tout simplement qu'elle ne procédait pas de cette manière qui consiste à enchaîner les propositions de telle sorte que justement qu'il y ait une rigueur, une cohérence interne. C'est cela qu'on ne voyait pas dans la pensée mythique. Donc quand on est dans la pensée rationnelle, il faut que cette cohérence soit là, qu'elle soit de rigueur. Autrement, la pensée sera versée dans l'irrationalité. Donc, la pensée est dite rationnelle lorsqu'elle procède par démonstration. L'esprit géomètre, c'est l'esprit de la pensée rationnelle et c'est précisément ce qui permet d'avoir une juste compréhension des choses. C'est la raison pour laquelle, pour ce faire, il faudrait que la pensée procède par conceptualisation. Il faut conceptualiser pour avoir une juste compréhension des choses. Pour pouvoir identifier correctement un problème, il faudrait d'abord conceptualiser les termes par lesquels on enveloppe un problème. Et c'est ce qui permet donc, comme le dit Alain, de pouvoir évaluer les choses correctement. Une autre chose également importante à retenir, nous l'avons dit, elle doit se conformer au principe de rigueur et de cohérence, puisqu'elle s'adresse à la raison. Il faudrait nécessairement qu'on parvienne à convaincre. Puisqu'on s'adresse à la raison, il s'agit donc de convaincre. Et c'est la raison pour laquelle la pensée également se prépare pour l'argumentation. Donc, il ne s'agit pas de dire tout simplement c'est une pensée soucieuse de justification, de démonstration, mais il faut aussi comprendre pourquoi il en est ainsi. Donc, c'est tout à fait le contraire de l'opinion qui ne pense pas, qui émet des affirmations sans se soucier ni de la preuve ni de la justification. Pour le comprendre, on peut trouver de belles illustrations dans l'histoire de la philosophie elle-même. Par exemple, l'allégorie de la caverne de Platon traduit parfaitement ce que nous voulons dire ici. C'est Platon qui explique au livre 7 de la République comment notre condition initiale traduit une certaine ignorance. Il dit ceci, imagine un antre souterrain très ouvert dans toute sa profondeur du côté de la lumière du jour, et dans cet antre des hommes retenus depuis leur enfance par des chaînes qui leur assujettissent tellement les jambes et le cou qu'ils ne peuvent ni changer de place ni tourner la tête et ne voient que ce qu'ils ont en face. À travers cette image,
Platon veut montrer que sans éducation, nous faisons foi la plupart du temps aux ombres qui traduisent ici les apparences, pour montrer tout simplement que la condition initiale de l'homme est l'ignorance. Donc pour accéder au savoir, il faudrait une certaine éducation. Et cette éducation est une éducation à la rationalité, c'est-à-dire une ascension qui permet à l'être humain de quitter peu à peu le monde des apparences, qui traduit le monde des faux fuyants, le monde du mensonge, le monde de la superficialité, pour pouvoir maintenant peu à peu accéder à la véritable réalité. Mais cette accession à la réalité profonde de l'être, on ne peut y parvenir que par le moyen de la raison. Donc apprendre à faire foi à la raison et ne pas accorder du crédit, c'est-à-dire ne pas faire confiance en nos sens. Donc en réalité, cette allégorie de la caverne, c'est une image dont se sert Platon pour expliquer le concept philosophique des deux mondes. Parce que pour Platon, il y a ce qu'on appelle le monde sensible, qui est un monde faux, et le monde intelligible, qui est la vraie réalité. Et par voie de conséquence, si on veut accéder à la pensée rationnelle, il faut faire ce qu'on pourrait appeler une conversion du regard. Et la conversion du regard consiste à détourner son regard de l'inessentiel pour le poser sur l'essentiel. Donc ce qui veut dire apprendre à ne pas accorder sa confiance à ce qui se présente sous nos yeux, c'est-à-dire cette connaissance d'une manière générale qui nous est offerte par le moyen de nos sens. Mais on peut également trouver un autre exemple chez Descartes, considéré comme étant le père du rationalisme. Et Descartes dit « ne rien conclure tant que les raisons de conclure n'ont pas été présentées ». C'est cela même qui définit le rationalisme. Et à partir de là maintenant, il faudrait justement utiliser la raison pour accorder une certaine valeur aux choses qui se présentent sous nos yeux. Cela veut dire quoi? Lorsque l'on vous dit par exemple quelque chose, au lieu d'y croire, mais utilisez votre raison pour y réfléchir, pour se dire peut-être qu'il se pourrait qu'il y ait autre chose derrière. Et à chaque fois qu'on me parle, que je puisse prendre le temps d'utiliser ma raison pour analyser ce qu'on me dit, pour voir les failles. Il se pourrait qu'on veuille me tromper. Et Descartes le dit, lorsqu'une personne me trompe, ne serait-ce qu'une fois, je dois douter de cette personne. Et au-delà même me dire, puisqu'une personne a été capable de me tromper, tout le monde peut me tromper. Donc à chaque fois qu'une situation se présente à moi, il me faut user de ma raison pour l'analyser. Retenons que la pensée rationnelle, en un mot, c'est une pensée à travers l'exemple de Platon et de Descartes, c'est une pensée qui se veut véridique, donc qui se donne les moyens de fonder toute affirmation posée. C'est ça l'idée qui ressort de cette analyse. Maintenant, une fois qu'on a terminé cette pensée rationnelle, il y a une autre dimension également qui caractérise la pensée philosophique, elle est une réflexion critique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par réflexion critique? La réflexion critique traduit une attitude de l'esprit, une posture intellectuelle qui consiste à interroger, à examiner le fondement de toute pensée et de toute action pour juger de leur valeur. C'est ce qu'on a l'habitude d'appeler très simplement le retour de la pensée sur elle-même. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire que la philosophie est une pensée au second degré. Donc réfléchir de manière critique, c'est aller en profondeur. Comment va-t-on s'y prendre pour analyser cette définition que nous venons de donner? Qu'est-ce qu'elle veut dire en réalité? C'est cela. Donc, la réflexion critique renvoie à la capacité à penser par soi-même,
Arrêtons-nous un instant pour expliquer ce propos. Que signifie penser par soi-même et partant à l'autonomie intellectuelle? Lorsqu'on pense par soi-même, cela veut dire qu'on refuse ce que Kant appelait les directeurs de conscience. On refuse de se soumettre en gros à toute autorité, quelle qu'elle soit. Donc, être capable de penser par soi-même veut dire accorder du crédit. Le seul tribunal qui vaille véritablement, c'est le tribunal de la raison. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faille rejeter la foi. Ça, c'est une précision de taille. C'est-à-dire que même lorsque on a foi, on se donne des raisons d'avoir foi. Donc, c'est cela que nous voulons dire. C'est nous-mêmes qui devenons l'auteur de nos propres pensées. Voilà pourquoi nous avons dit autonomie. La pensée réflexive, la réflexion critique, traduit également une certaine attitude intellectuelle. C'est pourquoi nous avons dit qu'elle nécessite le sens de l'étonnement. Il faut savoir s'étonner. Mais attention, l'étonnement dont il est question ici, ce n'est pas l'étonnement du sens commun. Le sens commun ne s'étonne que devant un phénomène surnaturel et dont il est clair qu'on ne comprend pas la raison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet étonnement conduit à la stupéfaction. L'étonnement dont il est question ici en philosophie, il traduit une certaine admiration et une incompréhension. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on s'étonne en philosophie, on a envie de chercher. C'est pourquoi l'étonnement philosophique conduit à l'interrogation. Et c'est un étonnement qui se produit devant n'importe quelle chose, les choses les plus familières. Donc on n'attend pas qu'il y ait un phénomène extraordinaire pour s'étonner. On s'étonne, par exemple, comme l'ont fait d'ailleurs les premiers penseurs, du simple fait qu'il y ait le soleil. Comment se fait-il que les astres soient là tous les jours? Donc les objets les plus familiers. Pourquoi on s'étonne? Et c'est d'ailleurs, si l'on peut se permettre une certaine extrapolation, c'est pourquoi souvent le philosophe est considéré comme un marginal. Parce que là où personne ne s'interroge, lui, il trouve des raisons de s'interroger. Parce que les choses qui nous sont familières, nous avons tendance à croire que nous les connaissons parce que justement, nous sommes habitués à elles. Le philosophe dit non, le fait que la chose nous soit familière ne veut pas dire qu'on la connaît. Donc, on regarde les choses sous un aspect nouveau. On regarde les choses autrement et c'est cela que traduit cette attitude intellectuelle qu'on appelle l'étonnement, qui conduit donc à l'interrogation, qui conduit au questionnement, qu'on veuille l'appeler même le doute ou encore le soupçon. L'essentiel, tout simplement, est que cela suscite en nous une certaine interrogation, l'envie de connaître, l'envie d'aller plus à fond. Pour traduire cette idée de réflexion critique, on pourrait trouver un exemple chez Platon avec la maïeutique qui était mise en œuvre par Socrate. La maïeutique comprise comme dans le Théâtète, c'est Socrate même qui le définit comme étant l'art d'accoucher les esprits, aider les esprits qui pensaient ne rien avoir comme connaissance, les aider peu à peu à travers ce jeu de questions-réponses, leur faire comprendre qu'en réalité, ils savaient, mais c'est un savoir oublié. Donc le sens de ce questionnement, c'est d'amener peu à peu les gens vers la connaissance. Cette maïeutique également, elle peut consister à poser des questions pour amener l'individu à se rendre compte également que ce qu'il pensait savoir, il ne le connaît pas. Et une belle illustration nous est offerte, nous est donnée dans le Ménon à travers ce sophiste même qu'on appelle Ménon, qui a discouru, et il le dit lui-même fort bien à ce qu'il le semble, 1000 fois sur la vertu, mais voilà qu'au contact des questions de Socrate, il ne peut même plus répondre. Il disait qu'il était embarrassé, engourdi de corps et d'esprit. Il faudrait bien que Socrate soit un sorcier pour parvenir
à le tétaniser de la sorte, à le paralyser de la sorte. Donc pour dire que la réflexion critique, elle peut mettre vraiment l'individu dans un état de trouble profond, mais c'est le but recherché, mettre l'individu en état de crise pour qu'il se rende compte que la véritable connaissance ne peut naître que d'une prise de conscience de son ignorance. Et c'est là maintenant que maintenant, après 3 tentatives de définition de la vertu qui se sont soldées par un échec, se rend compte qu'il ne sait pas. Et c'est là que Socrate l'invite pour lui dire « cherchons à nouveau ». Et donc maintenant, le travail de réflexion peut véritablement commencer. Parce que comme le dit si bien Socrate, si l'on sait et qu'on ne sait pas qu'on sait, on ne sait pas. Si l'on ignore, la pire des ignorances d'ailleurs c'est celle-là, c'est ignorer, mais ignorer sa propre ignorance. Donc pour être sur la voie de la connaissance, la première condition est la prise de conscience de son état. Et c'est là maintenant que naît le désir de savoir. Et grâce à la réflexion critique, on peut y arriver par une méthode qui est traduite ici par Socrate, à savoir la maïté. On peut avoir également une autre illustration chez Descartes avec le doute. Et le doute est d'une importance capitale parce que Descartes le montre, le doute est une méthode. Et quand on parle de doute philosophique, il est important de le distinguer du doute sceptique. Parce que le doute sceptique considère que l'esprit humain est incapable d'accéder à la vérité. En revanche, tel n'est pas le cas pour ce qui est du doute philosophique. C'est une méthode pour accéder à la vérité. Donc c'est différent. De l'autre côté, on dit on ne peut pas accéder à la vérité. Ici, au contraire, on doute pour pouvoir accéder à la vérité. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on doute. Descartes l'explique clairement dans le discours de la méthode. Il dit pour ceux que nous avons été enfants. Donc, parce que nous avons été enfants, nous avons eu des précepteurs. Donc, il est clair que ces précepteurs peuvent nous inculquer des connaissances qui ne sont pas forcément vraies. Et d'ailleurs, la plupart du temps, qui ne reposent sur aucun fondement rationnel. Donc, lorsqu'on arrive à un certain âge dans sa vie, il faudrait avoir le courage, comme le dit Kant, sapere audi. Il faudrait avoir le courage de remettre en question toutes les connaissances admises jusqu'à présent, tenter de les renverser pour pouvoir maintenant les reconstruire. Donc, ce n'est pas une simple négation de ce qui était là, on nie pour mieux refonder. Et d'ailleurs, ce doute traduit parfaitement l'entreprise critique qu'est cette entreprise philosophique. Mais également, moi-même, comme nous l'avions dit tantôt avec la pensée rationnelle, je peux me tromper moi-même, je peux faire confiance à ce que mes sens m'enseignent. Descartes dit il faut oser douter. Et quand on doute, on peut parvenir à une connaissance mieux fondée, à une connaissance certaine. Donc le but du doute, c'est de parvenir à une connaissance certaine. Et c'est là qu'Alain vient pour reprendre les choses en main, pour mieux les préciser. Donc le doute philosophique n'est pas un doute de faiblesse. Je ne doute pas après avoir été trompé. Parce que là, c'est juste de constater avec regret que j'ai été trompé. Mais on doute pour éviter d'être trompé. Ayant défini donc la philosophie par ce qui la caractérise, à savoir la rationalité et l'esprit critique, on peut maintenant dégager l'intérêt de la philosophie. Alors, l'intérêt de la philosophie, on peut y voir un intérêt double. Il y a ce qu'on pourrait appeler un intérêt théorique et de l'autre côté un intérêt pratique. L'intérêt théorique renvoie au fait que la philosophie, justement, à travers son caractère critique, elle permet de fonder des connaissances certaines, comme nous venons de le voir à travers l'entreprise cartésienne marquée par le doute. Mais en même temps, la philosophie donne du mouvement à chaque pensée pour évoluer. Parce qu'en réalité, c'est là peut-être qu'il est bon d'opérer une distinction entre l'esprit de critique, où il ne s'agit
où il s'agit de critiquer pour le simple plaisir de critiquer, même qui peut un peu aller friser la méchanceté. Mais l'esprit critique qui caractérise la philosophie, c'est un esprit constructif. En réalité, on critique pour permettre à l'autre de se remettre en question pour aller de l'avant. Donc, puisque la philosophie, elle, sa spécificité également, c'est de réfléchir sur la totalité de l'être, y compris nos connaissances pour mieux les fonder. Donc, l'entreprise philosophique permet à chaque connaissance d'aller de l'avant. Quant à l'intérieur pratique maintenant, qui renvoie à l'attitude, au comportement ou à l'art de vivre, c'est cela que nous verrons à travers le chapitre 2 consacré aux grandes interrogations, où nous allons montrer que la finalité au fond de la philosophie, c'est la sagesse. Donc, quand nous arriverons à ce niveau, nous dégagerons l'intérêt pratique de la philosophie. Que devons-nous retenir? 1. La philosophie apparaît comme une tentative d'explication rationnelle du réel. 2. Elle a pris forme dans le cadre du renversement du mythe. 3. La philosophie est inextricablement liée avec la réflexion.